Ma sœur m'a interdit de venir à l'anniversaire de papa. Mes parents ont approuvé. Face à leur indifférence, j'ai compris que je n'étais rien et j'ai agi. 10 minutes après, la panique éclate, ils me supplient de réparer ce que j'ai fait. Je m'appelle Océane Dubois. J'avais 36 ans lorsque j'ai appris que dans ma famille, être utile n'avait jamais signifié être aimé. La leçon m'est parvenue la veille de l'anniversaire de mes 65 ans de mon père, alors que j'étais debout près du comptoir de ma cuisine, un téléphone dans une main et une liste de courses à moitié terminée dans l'autre, essayant encore de me souvenir s'il préférait le gâteau au citron au chocolat. J'avais déjà passé l'après-midi à confirmer les détails du déjeuner d'anniversaire, veillant à ce que tout ait l'air facile le moment venu. C'était toujours mon rôle. Si quelque chose devait être payé, réparé, organisé ou sauvé, d'une manière ou d'une autre, cela finissait par arriver jusqu'à moi. Et pendant des années, j'ai laissé cela me tromper en me faisant croire que j'appartenais à ce cercle. Puis mon téléphone a vibré, et le chat de groupe familial s'est illuminé d'un message de ma sœur. Reste à la maison. Ne viens pas demain. Nous sommes fatigués de ta famille. J'ai fixé l'écran, pensant honnêtement qu'il devait y avoir plus à venir. Une explication, un suivi du genre « je suis en colère et je ne le pensais pas ». Au lieu de cela, ma mère a réagi avec un pouce levé. Quelques secondes plus tard, mon père a fait de même. Ainsi, 3 personnes qui partageaient mon sang ont réussi à me faire sentir comme une invitée non désirée en moins d'1 minute. J'ai répondu par écrit, alors, c'est ça que je suis pour cette famille. Personne ne m'a répondu. Ils ont continué à discuter au-dessus de mon message, riant des dispositions des sièges, du temps qu'il ferait, et de vacances d'été qu'ils planifiaient déjà, comme si je n'avais pas été brutalement mise à la porte. Ce fut le moment où quelque chose en moi est devenu immobile. Pas brisé. Pas en miettes. Juste immobile. J'ai reposé ma liste de courses, ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à annuler chaque geste gentil qu'ils avaient pris pour un dû. 10 minutes plus tard, les mêmes personnes qui n'avaient pas pris la peine de me défendre inondaient le chat d'une panique totale. J'ai grandi dans une maison où l'amour n'était jamais exprimé à voix haute, mais le favoritisme se manifestait de 100 manières silencieuses. Ma sœur était le genre de fille que les gens remarquaient en premier. Elle était jolie sans effort, sociable de cette manière naturelle que mes parents admiraient, et toujours au centre de chaque histoire de famille. Si elle gagnait quelque chose, toute la maison bruissait pendant des jours. Si elle faisait une erreur, cela devenait quelque chose de délicat que tout le monde se précipitait pour excuser. J'étais l'autre type d'enfant, celui qui ne faisait pas de scène, qui ne demandait pas grand-chose, et qui avait appris tôt qu'être facile à ignorer n'était pas la même chose qu'être facile à aimer. Au moment où nous étions adolescentes, la différence entre nous n'avait plus besoin d'explication. Elle recevait les nouveaux vêtements, l'attention la plus favorable, et ce genre d'enthousiasme qui rendait mes parents fiers en public. Je recevais les choses pratiques, les restes, et un flux constant de rappels que j'étais assez mature pour comprendre pourquoi je ne devais pas en attendre plus. Quand elle a eu 16 ans, mes parents ont trouvé un moyen de l'aider à avoir une voiture parce qu'ils disaient qu'elle avait besoin de liberté et d'opportunité. À cet âge, moi, je faisais du vélo d'occasion pour mon travail à temps partiel et on me disait que travailler jeune forgerait le caractère. Cette phrase revenait souvent dans mon enfance. Caractère. Responsabilité. Maturité. Ils utilisaient des mots comme ceux-là chaque fois qu'on attendait de moi que j'accepte moins et que je souris. Quand l'argent venait à manquer à la maison, c'était moi qui m'ajustais sans me plaindre. Quand mon père traversait une période difficile au travail et que le stress pesait sur toute la famille comme un mauvais temps, je ne devenais pas quelqu'un à réconforter. Je devenais quelqu'un sur qui compter. Je prenais des quarts supplémentaires, changeais mes plans, sautais des choses que je voulais, et comblais n'importe quel vide. Quand ma grand-mère a commencé à avoir besoin d'aide, c'est moi qui suis resté proche. Je m'asseyais avec elle, je cuisinais pour elle, je l'aidais à s'habiller, je la conduisais à ses rendez-vous, j'allais chercher ses médicaments, et j'écoutais des histoires pour lesquelles personne d'autre n'avait de patience. Je me disais que je faisais ce qu'il fallait, et c'était vrai. Le problème, c'est que dans ma famille, faire ce qu'il fallait devenait rapidement faire ce qui était attendu. Personne ne s'est jamais assis avec moi pour exiger un sacrifice. Cela aurait été plus facile à résister. Au lieu de cela, il laissait le silence faire le travail. Il me laissait remarquer le problème, intervenir, puis traiter mon aide comme l'ordre naturel des choses. S'il y avait une facture à gérer, ils étaient soulagés quand je m'en occupais.
Si ma mère se sentait dépassée, elle m'appelait. Si mon père avait besoin d'une solution rapide, je devenais la solution. Et quand les choix de ma sœur commençaient à exploser de manière coûteuse et épuisante, tout le monde se tournait vers moi comme si j'étais la sortie d'urgence qu'ils avaient toujours su exister. J'ai payé des choses dont je n'aurais jamais dû être responsable, parce que chaque fois que j'envisageais de dire non, je pouvais déjà entendre la déception qui m'attendait. Pas de la colère. Pas de la gratitude. Juste de l'attente. C'était le pire. Personne ne parlait de mon aide comme si elle était généreuse. Ils en parlaient comme si c'était normal, comme si j'étais né avec une description de poste qu'on n'avait pas pris la peine de me montrer. À l'époque, je confondais ce rôle avec la proximité. Je pensais peut-être qu'être celle sur qui on pouvait compter signifiait que je comptais d'une manière plus profonde. Il m'a fallu des années pour comprendre que je n'avais pas été chéri. J'avais été assigné à une tâche. Quand j'ai épousé Étienne à 28 ans, j'ai sincèrement cru que construire ma propre vie changerait enfin l'équilibre. Je pensais qu'une fois que j'aurais ma propre maison, mes propres routines, mon propre mari et plus tard mes propres enfants, mes parents commenceraient peut-être à me voir différemment. Je pensais qu'ils réaliseraient que je n'étais plus la paire de mains supplémentaires en arrière-plan de leur vie. Mais les familles comme la mienne ne s'ajustent pas toujours quand une personne grandit. Elles élargissent simplement la liste des choses dont elles se sentent propriétaires. Étienne a vu la vérité avant moi. Il ne l'a jamais dit cruellement, n'a jamais essayé de me monter contre eux, mais il a remarqué le schéma presque immédiatement. Il a remarqué que ma mère appelait rarement juste pour demander comment j'allais. Il y avait toujours quelque chose lié à la conversation. Une inquiétude. Une faveur. Un paiement. Un problème qui dérivait vers moi avant la fin de l'appel. Il a remarqué que mon père me parlait chaleureusement quand tout allait bien, mais à la minute où quelque chose devenait gênant, j'étais soudain la personne censée être pratique et intervenir. Il a remarqué que ma sœur avait une manière d'arriver dans chaque crise avec la confiance de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment fait face aux conséquences de sa propre vie. J'ai défendu tout le monde pendant des années. Je disais que les familles se soutiennent mutuellement. Je disais que mes parents venaient d'une autre génération. Je disais que ma sœur avait traversé beaucoup de choses. La vérité était plus simple et plus laide que tout ce que j'admettais à voix haute. J'avais passé si longtemps à essayer de gagner de la chaleur de leur part que je continuais à confondre l'accès avec l'amour. Quand ma fille Léa est née, j'ai eu l'un de ces jours fragiles et inoubliables dont les gens vous disent que vous vous souviendrez toujours. Et je m'en souviens, bien que pas pour les raisons que je devrais. Je me souviens des lumières fluorescentes de l'hôpital, de la douleur dans mon corps, d'Étienne se tenant à côté de moi avec une émotion que je ne lui avais jamais vue, et du minuscule poids de ma fille dans mes bras. Je me souviens aussi de ma mère arrivant avec un sourire précipité, m'embrassant la joue, tenant Léa quelques minutes, puis se dirigeant vers le couloir parce que ma sœur appelait à propos d'un problème qui, insistait-elle, ne pouvait pas attendre. Je me souviens d'avoir entendu la voix de ma mère changer au téléphone, devenant plus alerte, plus investie, plus présente pour cette conversation qu'elle ne l'avait été pour la naissance de sa petite fille. Je suis resté allongé à regarder le plafond ensuite, me disant de ne pas être dramatique, me disant qu'au moins elle était venue. C'est ainsi que j'ai survécu à ma famille pendant des années. J'abaissais le niveau d'exigence et ensuite je les félicitais d'y avoir satisfait. Au moment où mon fils Maxime est né, j'étais déjà dressé par la déception. Ma mère a envoyé un message. Mon père a appelé plus tard que prévu. Ma sœur a réussi à faire en sorte que tout tourne autour de combien sa propre semaine avait été chargée. Et même alors, même après avoir vu à quel point mes enfants prenaient peu de place dans leur cœur par rapport à la météo émotionnelle constante de la vie de ma sœur, je continuais à donner. Je continuais à payer la carte de crédit de ma mère quand elle était en retard parce qu'elle présentait toujours cela comme temporaire. Je continuais à intervenir quand mon père avait un manque financier qu'il jurait qu'il couvrirait bientôt. Je continuais à aider ma sœur quand les frais de retard, le loyer, les paiements de voiture ou une autre mauvaise décision rattrapaient son retard. Chaque arrangement était enveloppé dans le même langage. Juste ce mois-ci. Juste jusqu'à la paix, juste jusqu'à ce que les choses se calment. Mais les choses ne se calmaient jamais. Le temporaire devenait récurrent, le récurrent devenait normal, et le normal devenait invisible. Je payais aussi pour des forfaits familiaux qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'incluaient jamais complètement, dîner de groupe, escapade d'un week-end, réservation de vacances, fonds de cadeaux.
Le genre de dépense commune qui faisait que tout le monde se sentait généreux tant que quelqu'un comme moi couvrait silencieusement la partie que personne ne voulait aborder. Il y avait des moments où j'aidais à payer quelque chose et où je me sentais quand même comme une pensée après coup lorsque les vrais plans se mettaient en place. Parfois, Étienne et moi étions invités en retard. Parfois, nos enfants étaient traités comme un inconvénient que les gens avaient poliment accepté de tolérer. Parfois, j'apprenais les détails après tout le monde, même si mon argent avait aidé à rendre l'ensemble possible. Rien que l'année dernière, quand je me suis finalement forcé à faire le calcul. J'avais dépensé plus de 21 000 € en choses liées à mes parents et à ma sœur. Pas un grand chèque dramatique qui m'aurait choqué jusqu'au réveil, mais des douzaines de petits paiements, virements, prélèvements automatiques, urgences et sauvetages silencieux. C'était une partie de ce qui rendait cela si dangereux. Cela s'est glissé dans ma vie comme un bruit de fond. Quelques centaines d'euros par-ci, un paiement de carte par-là, un solde couvert, un dépôt, une facture, une petite aide qui est devenue une habitude. Étienne a essayé plus d'une fois de me faire arrêter et de regarder vraiment ce qui se passait. Il m'a dit que le soutien ne devrait pas être à sens unique pour toujours. Il m'a dit que l'amour n'était pas censé venir avec des factures déguisées en loyauté familiale. Il m'a dit que nos enfants étaient assez grands pour remarquer quand leur mère devenait tendue à chaque fois que son téléphone s'allumait avec certains noms. Mais chaque fois que je m'approchais de tracer une ligne, la culpabilité se précipitait avant que le courage ne puisse s'installer. Je pensais que si je restais juste patiente, juste généreuse, que si je prouvais que j'étais fiable, peut-être qu'enfin mes parents arrêteraient de me voir comme la fille qui pouvait tout gérer et commenceraient à me voir comme quelqu'un qui méritait d'être protégé aussi. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que le rôle que je jouais dans cette famille ne fonctionnait que tant que je continuais à le payer. À la minute où j'arrêtais d'être utile, j'allais découvrir exactement ce qu'ils pensaient de moi. Et la nuit précédant l'anniversaire de mon père, c'est exactement ce qui s'est passé. Après avoir envoyé ce seul message de réponse au chat de groupe, je n'ai pas attendu que quelqu'un s'explique, parce que je savais déjà qu'il n'y avait rien à expliquer. Les gens ne vous disent pas accidentellement de rester à l'écart de l'anniversaire de votre propre père. Ils n'incluent pas accidentellement votre mari et vos enfants dans ce rejet. Et ils ne sont certainement pas d'accord avec ça par accident en utilisant un pouce levé, puis continuent de parler comme si de rien n'était. Pendant quelques secondes, je suis resté là, dans ma cuisine, fixant l'écran, sentant le genre de silence qui n'arrive que lorsqu'une partie de vous arrête enfin de se battre contre la réalité. Étienne a regardé mon visage et a su immédiatement que quelque chose avait changé. Il m'a demandé de voir mon téléphone, a lu les messages, puis l'a reposé sur le comptoir sans rien dire de plus. Il ne m'a pas dit de me calmer. Il ne m'a pas dit d'être la personne la plus mature. Il m'a juste regardé et a dit, s'ils ne veulent pas de nous là-bas, ils n'ont pas le droit de t'utiliser pour que demain soit parfait. Ce fut le premier moment de la nuit où j'ai ressenti quelque chose de proche de la clarté. Je me suis assise à table, j'ai déverrouillé mon ordinateur portable et j'ai ouvert tous les comptes que j'avais passé des années à prétendre ne pas remarquer. Le club de golf où le déjeuner d'anniversaire de mon père était censé avoir lieu était encore dans mes emails de cet après-midi-là, avec le rappel de paiement final qu'il m'avait envoyé. J'avais réservé la salle privée 3 semaines à l'avance parce que ma mère avait dit qu'elle voulait quelque chose de classe cette année, quelque chose qui semblait spécial sans être trop tape à accent grave-l'œil, ce qui, dans ma famille, signifiait généralement assez cher pour impressionner les bonnes personnes tout en prétendant que personne ne se souciait des apparences. J'avais versé la compte moi-même, choisi le menu du déjeuner, amélioré le forfait dessert et payé un supplément pour les centres de table floraux parce que ma sœur avait dit que ceux de base semblaient bon marché. Je me souviens de regarder les détails de la réservation sur l'écran et de me sentir presque détaché, comme si je regardais des preuves de la vie de quelqu'un d'autre. Puis j'ai cliqué sur annuler. La chose suivante que j'ai faite a été de retirer ma carte du solde de la restauration. Celle-là était particulièrement insultante avec le recul, parce que je n'avais même pas été directement sollicité pour la couvrir. Ma mère m'avait appelé 2 jours plus tôt, l'air stressé, tournant autour du pot à propos de la hausse des prix et de combien tout était devenu cher, puis était devenue silencieuse juste assez longtemps pour que je fasse ce que je faisais toujours. Intervenir. J'avais transféré l'argent cet après-midi-là. Maintenant, je l'ai inversé. Après cela, j'ai annulé la commande de la boulangerie pour le gâteau d'anniversaire que mon père ne saurait probablement jamais que j'avais choisi, basé sur celui qu'il avait l'habitude de demander quand j'étais petite. J'ai annulé le digi que ma sœur insistait pour qu'ils aient, même s'il s'agissait d'une fête de midi et non d'une réception de mariage. Ensuite,
j'ai ouvert le portail de paiement pour le compte de carte de crédit de ma mère et j'ai retiré mes informations de compte du prélèvement automatique que je couvrais depuis des mois. Non pas parce qu'elle était âgée ou impuissante, mais parce que chaque fois que le solde devenait trop élevé, je devenais sa solution sans avoir à la remercier. À ce moment-là, ma respiration s'était calmée. C'était la chose la plus étrange. Je pensais que j'allais pleurer ou trembler ou douter de chaque mouvement, mais au lieu de cela, je me sentais précise, concentrée, comme si j'avais enfin cessé de réagir émotionnellement et commencé à agir honnêtement. J'ai ouvert un autre compte, celui lié au paiement mensuel de la voiture de ma sœur, et j'ai supprimé ma connexion bancaire là aussi. Cet arrangement avait commencé après l'une de ces nombreuses périodes difficiles, lorsqu'elle avait juré qu'elle n'avait besoin d'aide que pendant 2 mois le temps de se remettre sur pied. Cela faisait presque 1 an. J'ai également arrêté le virement automatique qui allait sur le fonds de voyage familial, un petit compte ridicule que ma mère aimait appeler notre pot de vacances, même si les projets étaient généralement faits autour de tout le monde d'abord et communiqués à moi plus tard. Le montant n'était plus le point. C'était ce que chaque paiement représentait. L'accès. L'hypothèse. La permission. Des années de ma vie transformées en un système où tout le monde bénéficiait du confort et moi de l'obligation. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer avec de nouveaux messages dans le chat de groupe pendant que je travaillais, mais au début, aucun d'entre eux ne me concernait. Ils continuaient à parler comme si j'avais simplement laissé tomber un petit commentaire dramatique et que je reviendrais en rampant dans la conversation une fois que je me serais calmé. Ma sœur discutait de ce qu'elle prévoyait de porter. Ma mère s'inquiétait du temps. Mon père a fait une blague sur le fait d'être enfin assez âgé pour les réductions seniors. J'ai regardé ces messages apparaître les uns après les autres et j'ai senti quelque chose de plus froid que la colère me traversait. Ce n'était pas seulement qu'il m'avait insulté. C'était qu'il croyait vraiment que j'allais l'absorber, et quand même me présenter en souriant, toujours payé, toujours aidé, toujours maintenir l'illusion intacte. Il n'avait pas affaire à un malentendu. Il comptait sur un schéma. À 21h08, le premier email de confirmation est arrivé du club de golf. La carte enregistrée avait été retirée et la salle ne serait pas maintenue sans mode de paiement valide. 2 minutes plus tard, la boulangerie a envoyé son avis d'annulation. Puis le service de traiteur. Puis le Digi. Je n'ai envoyé aucune capture d'écran. Je n'ai fait aucune annonce. Je n'en avais pas besoin. À 21h11, le chat de groupe a complètement changé. Ma sœur a été la première à craquer. Qu'est-ce que tu as foutu ? Règle ça. Ma mère a suivi, soudainement douce de la manière qu'elle adoptait uniquement lorsque la panique remplaçait la supériorité. Chérie, ne fais pas ça. Ce n'est pas drôle. Mon père a suivi quelques minutes plus tard, d'abord confus puis cassant lorsqu'il a réalisé que ce n'était pas une simple menace destinée à faire valoir un point. Qu'est-il arrivé à la réservation ? Pourquoi est-ce que je reçois ces emails ? J'ai lu chaque message sans répondre. Pendant des années, ils avaient traité mon aide comme un bruit de fond, quelque chose qui existait simplement autour d'eux. Maintenant que c'était parti, ils entendaient enfin le silence qu'ils laissaient derrière lui. Et pour la première fois de ma vie, je les ai laissés faire. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je suis resté éveillé à côté d'Étienne, fixant le plafond pendant que mon téléphone s'allumait encore et encore sur la table de nuit, chaque nouvelle vibration sonnant moins comme une urgence et plus comme une conséquence. Au début, je m'attendais à ce que la culpabilité me frappe comme elle l'avait toujours fait auparavant, cette vieille panique familière me disant que j'étais allé trop loin, que je devais tout arranger avant le matin et redevenir la personne raisonnable. Mais la culpabilité n'est jamais vraiment venue. Ce qui est venu à la place, ce sont des souvenirs, les uns après les autres, si clairs et nets qu'ils semblaient attendre depuis des années un moment comme celui-ci. Je me souviens de la fête de remise de diplôme de lycée de ma sœur, celle que mes parents ont planifiée pendant des semaines, comme si c'était un événement présidentiel, avec des tables louées dans le jardin, un repas traiteur, un gâteau géant. Et une liste d'invités pleine de gens qu'ils voulaient impressionner. Quand j'ai été diplômé, nous avons mangé à emporter dans la cuisine, et ma mère m'a dit que j'avais de la chance parce que les célébrations intimes étaient plus significatives. Je me souviens de l'année où mon père a dit que l'argent était serré et m'a demandé si je pouvais aider aux réparations de la maison, parce qu'il s'inquiétait du toit et de la plomberie. Je leur ai donné l'argent sans hésiter. Quelques mois plus tard, cette même maison semblait parfaite sur les photos d'anniversaire d'une fête à laquelle Ryan et moi n'avions même pas été invités. Je me souvenais de chaque fête où j'avais aidé à payer le dîner,
et où je me retrouvais quand même assise au bout de la table. Chaque projet familial auquel j'ai contribué mais dont j'ai été informé en dernier, chaque moment où je me suis convaincu qu'être mal incluse valait mieux que pas être incluse du tout. Quelque temps après minuit, ma mère a commencé à appeler au lieu d'envoyer des SMS. J'ai regardé son nom clignoter à l'écran à maintes reprises et je n'ai pas répondu une seule fois. Puis ma sœur a appelé. Puis mon père. Puis ma mère encore. À 2 heures du matin, mon chat de groupe était passé de l'indignation à la confusion, puis au contrôle total des dégâts. Ma sœur n'était plus furieuse. Elle était paniquée. Elle n'arrêtait pas de dire que j'humiliais papa, comme si j'avais fait quelque chose de cruel et de public, au lieu de me retirer silencieusement de quelque chose que je payais en privé depuis le début. Ma mère a essayé une approche plus douce. Elle a dit que rien de tout cela n'était censé se passer comme ça. Elle a dit que je prenais les choses trop personnellement. Elle a dit que ma sœur était juste stressée et émotive et que personne ne voulait dire les choses comme elles sonnaient. Cette partie m'a presque fait rire parce qu'il n'y a pas d'interprétation douce pour reste à la maison. Ne viens pas demain. Nous sommes fatigués de ta famille. Il voulait dire exactement ce que cela signifiait. Ce qu'il ne voulait pas, c'était perdre l'accès à moi. Au matin, la situation était devenue impossible à cacher pour eux. Le club de golf avait de nouveau contacté, demandant si une autre carte serait fournie avant 10 heures ou si la salle privée serait libérée. La boulangerie avait confirmé que la commande de gâteaux personnalisés était annulée. Le traiteur était passé à autre chose. Le DJ avait conservé la compte conformément à la politique. Mon père, qui avait probablement supposé que chaque détail s'était simplement arrangé par amour parental et effort familial, apprenait maintenant petit à petit que presque tout avait été maintenu par moi. Vers 9h30, je suis finalement sorti du lit, j'ai préparé du café et je me suis assise à l'îlot de cuisine pendant qu'Étienne préparait les déjeuners pour Léa et Maxime. Il ne m'a pas poussé à parler, il se contentait de bouger autour de moi avec ce calme constant sur lequel je m'étais appuyé si souvent auparavant, et quand il m'a posé une tasse devant moi, il a dit « Tu ne dois pas du réconfort aux gens après qu'ils t'aient manqué de respect ». Cette phrase s'est installée plus profondément que je ne l'aurais cru. Parce que pendant des années, c'était exactement ce que je donnais à ma famille. Du réconfort. Du réconfort financier. Du réconfort émotionnel. Le réconfort de savoir que quelqu'un d'autre absorberait le désordre. Vers 10h15, mon père m'a finalement envoyé un SMS directement au lieu d'utiliser le chat de groupe comme public. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Le lieu dit que la réservation est annulée. Ta mère est contrariée. Ta sœur dit que tu réagis de manière excessive. J'ai fixé le message pendant longtemps, non pas parce que je ne savais pas quoi répondre, mais parce que j'ai soudainement compris quelque chose qui me faisait mal à la poitrine. Il ne demandait toujours pas ce qui m'arrivait. Il demandait ce qui arrivait à la fête. Même maintenant, après avoir vu les conséquences, après avoir vu la panique, après avoir su que quelque chose de grave s'était produit, sa première préoccupation était l'événement, pas la fille qui venait d'être priée de ne pas y assister. J'ai reposé le téléphone sans répondre. Un peu avant 11 heures, j'ai reçu un message vocal d'une femme du club de golf, confirmant poliment que, puisqu'aucun paiement de remplacement n'avait été soumis, le déjeuner avait été entièrement annulé et la salle libérée. Je l'ai écouté 2 fois, non pas parce que je le regrettais, mais parce que l'entendre rendait l'ensemble réel d'une manière que les textes n'avaient pas fait. Le déjeuner d'anniversaire parfait de mon père, la petite représentation polie que ma mère voulait, l'événement social pour lequel ma sœur s'était clairement apprêtée, était terminé. Et la raison pour laquelle il était terminé n'était pas parce que j'avais tout gâché. C'était parce qu'il l'avait construit sur ma loyauté tout en traitant mon existence comme un inconvénient. À midi, d'autres personnes commençaient à en entendre parler. Une tante à qui je n'avais pas parlé depuis des semaines a envoyé un SMS prudent demandant si tout allait bien parce qu'elle avait entendu que le lieu avait changé à la dernière minute. Un autre parent a envoyé un message pour dire que ma mère semblait contrariée et confuse. C'est là que j'ai réalisé que l'humiliation dont ma sœur m'accusait n'était pas vraiment à propos de l'anniversaire de mon père. C'était à propos de l'exposition. Pour la première fois, la vérité fuyait le système privé qu'ils avaient construit autour de moi. Pour la première fois, il y avait une fissure visible entre l'image qu'ils projetaient et la façon dont ils traitaient réellement la personne qui finançait tant de choses. Ma sœur a rappelé juste après midi, et cette fois elle a laissé un message vocal, sa voix tendue et tremblante de colère. Elle a dit que j'étais égoïste. Elle a dit que je punissais tout le monde à cause d'un seul texto.
Elle a dit que papa était embarrassé et que maman pleurait et que je devais arrêter de tout ramener à moi. J'ai écouté l'intégralité sans bouger. Puis je l'ai supprimé. Parce que c'était le moment où j'ai compris la vraie raison de leur crise. Il ne s'agissait jamais de réparer la blessure. Il s'agissait de restaurer la machine. Ils ne voulaient pas de réconciliation. Ils voulaient la fonctionnalité. Ils voulaient que je retrouve mon rôle assez rapidement pour sauver la journée et disparaître à nouveau silencieusement dedans. Mais quelque chose avait trop changé pour cela maintenant. Les souvenirs de la nuit précédente, les années derrière eux, la simple clarté de voir ma propre famille accepter que mon mari, mes enfants et moi étions jetables tant que mon argent continuait d'arriver, avait brûlé tout ce qui restait de mon déni. Et assise là dans ma propre cuisine, avec le soleil traversant les fenêtres et mes enfants riant dans la pièce d'à côté, j'ai finalement réalisé que la pire chose que je pouvais faire était de revenir en arrière et de leur apprendre que j'accepterais tout cela s'ils paniquaient assez fort après. Coup. En début d'après-midi, j'en avais fini avec les conversations privées sur l'humiliation publique. Si ma famille pouvait m'insulter dans le chat de groupe, alors la vérité pouvait rester là aussi. Je suis monté à l'étage, j'ai descendu une vieille boîte de rangement, et j'ai apporté des années de relevés bancaires, de reçus et de confirmation de paiement à la table de la salle à manger. Étienne m'a aidé à tout trier en pile pendant que j'additionnais ce que j'avais couvert au cours des 5 dernières années. Paiement de carte de crédit pour ma mère, aide au loyer et paiement de voiture pour ma sœur. Cotisation au club et réparation de la maison pour mes parents, dîner de vacances, contribution au voyage, acompte, urgence, et toutes les petites aides qui n'étaient jamais vraiment petites. Quand j'ai eu fini, le total était un peu plus de 49 000 €. J'ai fixé ce chiffre un long moment, puis j'ai pris une photo de la table couverte de preuves et je l'ai postée dans le chat de groupe familial. En dessous, j'ai écrit « C'est ce que j'ai dépensé pour cette famille au cours des 5 dernières années. Vous n'avez jamais eu à demander. Vous avez juste supposé que je paierais. » Ma mère a répondu la première. La famille est de la famille. Ma sœur m'a traité de manipulatrice et a dit que j'essayais de faire paraître tout le monde mal. Mon père m'a dit de l'appeler en privé. J'ai refusé. C'est arrivé dans le groupe quand on m'a dit de ne pas venir, alors ça pouvait rester dans le groupe maintenant. Puis ma sœur a claqué et a dit que rien de tout cela n'arriverait si je n'avais pas laissé passer un seul texto impoli. C'est alors que j'ai posté une capture d'écran de son message et des pouces levés de mes parents juste en dessous des reçus. Puis j'ai écrit, un texto impoli n'efface pas une famille. Il en expose une. Après cela, ma mère a essayé la culpabilité, ma sœur la colère, et mon père m'a demandé si j'étais vraiment en train de couper les ponts avec tout le monde à cause de ça. Je lui ai dit non. J'étais en train de les couper à cause de 13 années d'utilisation, et la nuit dernière n'avait fait que rendre impossible de continuer à faire semblant. Puis j'ai envoyé un dernier message, j'ai fini de payer pour être manqué de respect. Ne me contactez plus sauf si c'est pour vous excuser auprès de mon mari et de mes enfants. Après cela, j'ai bloqué ma sœur, puis ma mère, puis mon père. Le silence qui a suivi a semblé étrange pendant environ 2 secondes. Puis il a semblé être la paix. Les messages ne se sont pas arrêtés immédiatement. Pendant les 3 jours suivants, ils sont arrivés par vagues par email, à partir de numéros inconnus, et même par l'intermédiaire de proches qui se sont soudainement sentis appelés à jouer les pacificateurs. D'abord est venue la colère. Ensuite, la culpabilité. Après cela est venue la partie qui aurait presque fonctionné sur l'ancienne version de moi, les promesses. Il disait que nous pouvions parler. Il disait que les choses étaient devenues incontrôlables. Il disait que personne n'avait voulu que cela aille si loin. Ma sœur a même envoyé un dernier message via un compte email dont j'avais oublié qu'elle connaissait l'existence, disant qu'elle était désolée si ces mots avaient été mal formulés. Si. Ce minuscule mot me disait tout. Elle n'était pas désolée pour ce qu'elle avait fait. Elle était désolée que cela lui ait coûté quelque chose. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris qu'une excuse sans responsabilité n'est qu'une autre façon de demander l'accès. Alors j'ai fait quelque chose pour quoi ma famille ne m'avait jamais préparé. J'ai laissé tomber. Je n'ai pas expliqué. Je ne me suis pas défendu. Je ne me suis pas précipité pour mettre tout le monde plus à l'aise. Au lieu de cela, je suis resté à la maison avec les personnes qui ne m'avaient jamais demandé de gagner ma place. Étienne a fait des crêpes le samedi matin pendant que Léa et Maxime transformaient le salon en fort de couverture et me suppliaient de me joindre à eux. Nous avons passé l'après-midi en chaussettes chaudes, mangeant trop de crème fouettée, riant de choses sans importance,
et plus tard ce soir-là, nous sommes sortis choisir un sapin de Noël précoce, juste parce que les enfants en voulaient un et parce que, pour une fois, je n'avais pas besoin de justifier la joie. Quelque part entre regarder ma fille tendre la main vers les plus hautes branches et voir mon fils argumenter avec passion pour l'arbre le plus bancal du lot, quelque chose en moi s'est apaisé. Non pas parce que ce que ma famille avait fait avait cessé de blesser, mais parce que j'avais enfin compris la différence entre être nécessaire et être aimé. Pendant des années, j'avais confondu sacrifice et loyauté, et culpabilité et responsabilité. Je pensais qu'être une bonne fille signifiait toujours dire oui, toujours intervenir, toujours payer, toujours comprendre. Mais tout cela n'avait fait qu'apprendre aux mauvaises personnes qu'elles pouvaient me blesser et toujours compter sur moi pour financer la prochaine célébration. La vérité que j'aurais aimé apprendre plus tôt est simple. L'amour sans respect n'est pas de l'amour. La famille sans limite n'est pas la sécurité. Et aider des gens qui se sentent propriétaires de votre aide ne vous fera jamais gagner la place dans leur cœur qu'ils ont déjà décidé de ne pas vous donner. La vraie famille n'est pas la revendication la plus bruyante sur votre temps, votre argent ou votre patience. La vraie famille est l'endroit où votre présence compte plus que votre utilité. C'est là où vos enfants sont accueillis, non pas tolérés. C'est là où la gentillesse est rendue, non consommée. J'ai passé 13 ans à essayer d'acheter la proximité auprès de gens qui ne me remarquaient que lorsqu'il fallait couvrir quelque chose. Je ne passerai pas les 13 prochaines années à apprendre à mes enfants que c'est à cela que ressemble l'amour. S'il y avait un cadeau caché dans ce qui s'est passé la nuit précédant l'anniversaire de mon père, c'était celui-ci. Ils ont finalement dit la partie silencieuse à voix haute. Et une fois qu'ils l'ont fait, j'étais libre.